Ok. Euh, donc, je tenais vraiment à discuter avec toi de cette figure de Barthélemy parce que il me semble que ton travail, il fait écho sur plusieurs plans, par plusieurs aspects, et notamment la manière dont tu organises un peu le retrait, ta subjectivité, grâce à des protocoles. Il me semble aussi que chez toi, il y a un goût, une esthétique du presque rien, Ouais. voilà, qui me rappelle les journées de Bartleby devant la fenêtre aveugle de son office. Et puis, il y a l'usage que tu fais de la photocopie, voire du scanner dans tes œuvres. Ouais. Alors, on peut commencer par où tu veux par rapport à ça. Bah, par où je veux. Bah, de toute façon, la figure de Bartleby, I would prefer not to, c'est quasiment une fatalité chez moi. C'est général, c'est pas que dans l'art, hein. C'est en général, je dis oui, mais j'aimerais mieux pas. Enfin bref, mais Au bon. quotidien, au Ouais, quotidien. ouais, 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 complètement au quotidien, au boulot, voilà. Donc, voilà, je sais pas, je pourrais dire n'importe quoi. Je me retrouve dans des instances dans une école, j'aimerais mieux pas, ou voilà, je fais des tas de trucs, j'aimerais mieux pas, mais. Des performances aussi. Ah, des performances, non, j'en fais très très peu, Mhm. ça j'en fais très très peu. Non, j'en fais quasiment pas, je fais des fois des lectures, mais Mhm. je parlerais même pas ça vraiment des performances, quoi. Je suis pas du tout un performeur. J'adore performer en cours, en amphi devant mes étudiantes et mes étudiants, mais c'est pas vraiment de la performance non plus, quoi. Mhm. C'est du cours. Mais ouais, j'adore ça. Je suis pas du tout performeur. Mhm. Voilà. Et après, sur le presque rien, etc., bah oui, hein, ça complètement. Mhm. Je ne sais pas faire autrement de toute façon. Ouais. Je sais pas, je sais pas. Enfin, si, je fais beaucoup, mais je fais beaucoup de petites choses. Mhm. Je procède en général par des accumulations de tas de petites actions. Ouais. J'aime pas travailler longtemps sur un truc parce que ça. Mhm. Ça peut être quoi, Je, par exemple, comme petites actions? bah, je sais pas, non, je pense par exemple, tu vois, l'inventaire des destructions, je suis Ouais. dessus, l'air de rien, depuis 1999. Mhm. Et bon, bah, je continue, je m'en lasse pas, ça Mhm. m'amuse toujours de découvrir encore Tu peux une juste nous nouvelle rappeler ce que destruction. c'est je suis pas sûre que. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est pour L'inventaire des les gens destructions, bah, c'est un livre en fait à l'origine. Il y a eu une première édition avec 99 histoires, et la deuxième où il y a 199 histoires d'artistes qu'au début j'ai contacté par enquête en envoyant bêtement des cartes postales à remplir, où je demandais donc à des artistes s'ils avaient détruit intentionnellement, c'est ça qui Mhm. m'intéressait, tout ou partie de leur œuvre. Et s'ils l'avaient fait, comment, pourquoi, voilà. La Mhm. carte était très petite, donc il ne pouvait pas répondre grand-chose de toute façon. Et après, une fois avoir collecté toutes ces histoires, donc en l'occurrence les 100 premières, j'ai récolté par ordre chronologique d'arrivée des réponses. J'ai re-rédigé les réponses en racontant à chaque fois, un peu comme des brèves de journal, que machin avait détruit, je sais pas, par exemple, là j'y pense parce que je vais faire une expo avec lui bientôt, car Raoul Ebréard a détruit ses sculptures parce qu'il avait besoin d'étagères, quoi. Voilà. C'est que des histoires plus ou Mhm. moins tragiques, Mhm. plus ou moins, des fois c'est des raisons politiques, des fois, enfin voilà, il y a des milliards de raisons pour lesquelles les artistes détruisent ce qu'ils font. Voilà, et donc l'inventaire, c'est vraiment ça, en fait c'est une espèce d'inventaire, comme son nom l'indique, hein, même si ça ne s'appelait pas comme ça au départ, d'histoires d'artistes qui ont détruit, pour une raison X ou Y, volontairement leur propre travail, qui Mhm. détruisent le travail des autres, tout ça, ça ne m'intéresse pas, mais c'est vraiment, pour moi, la question de qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a plus et qui c'est qui la détermine. Et Mhm. dans ce livre-là, la réponse, c'est les artistes font partie de l'espèce de chaîne de valeur. C'est eux les premiers qui décident si un objet a de la valeur ou pas, s'il vaut le coup d'être montré, exposé, ou s'il vaut pas le coup, c'est pas la peine, quoi. Mhm. Voilà, donc Mhm. c'est ça. Et puis il y a un blog qui existe de toute façon que je tiens à jour, qui s'appelle L'inventeur des destructions tout attaché, .tumblr.com, où les gens peuvent aller voir. Donc ça, c'est un travail que tu poursuis encore aujourd'hui, qui est Ouais, encore. ouais, ouais. Dès que je tombe sur une histoire ou dès que quelqu'un m'en raconte une, je la rajoute sur le blog. Mhm.
Bah, après, quand l'occasion se présente, on en fait ou on en refait une édition, ou française ou étrangère, parce qu'il y a déjà une édition anglaise qui existe, une édition en portugais, enfin en brésilien très exactement, et une édition espagnole. Voilà. Donc Cet exemple montre aussi l'importance de l'écriture dans ton travail. ouais, En alors tant ça, qu'artiste. c'est effectivement, ça fait partie des choses que j'aime bien, qui n'étaient pas évidentes au début, hein, parce que moi, au début, je n'étais pas du tout un littéraire, je suis toujours pas un littéraire, j'aime pas lire, en fait. Donc, c'est venu, j'ai toujours pris des notes Tout par le contre. livre derrière toi montre à quel point tu ne sais pas Je lire. déteste ça. J'aimerais mieux pas en avoir, mais j'en ai quelques-uns. Non, mais c'est des livres d'images. Oui. Donc, voilà. Non, non, c'est vrai que non, non, mais là, si on regarde, par exemple, il y a 0 roman. Enfin, il n'y a pas un seul roman. J'ai pas de roman. J'arrive pas à lire des romans. Je comprends même pas comment on peut lire un roman. Mais donc, euh, donc voilà, l'écriture, Mais c'était pas tu gagné au écris, départ. mais l'écriture, une certaine forme d'écriture, est vraiment très présente dans ton travail. Oui, oui, ça complètement. Mais parce que bah, j'adore la poésie en général, j'adore les haïkus, j'adore les formes brèves, j'adore les aphorismes, j'adore les brèves de comptoir, je trouve ça génial. Mhm. Voilà, j'adore cette espèce de forme quasi instantanée de la phrase, qui pour moi est pas très loin du dessin d'ailleurs, hein, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est Mhm. une espèce de, t'as un impact en une demi-seconde, quoi. Mhm. Ça, Mhm. c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que sur l'histoire du presque rien, on est complètement là-dedans, quoi. Mhm. Mhm. Et à propos de poésie, en fait, il y avait une œuvre dont je voulais parler avec toi, c'était Chose lue. Ouais. Donc, tu avais été invité par le Centre de poésie de Marseille. Alors, ouais, j'ai été invité donc au Centre international de la poésie de Marseille par Michael Batala, parce qu'ils ont une formule d'exposition qu'ils appellent Diagonale. Le principe est qu'ils invitent un artiste, un poète ou quelqu'un en fait, à venir dans la bibliothèque, puisque le CIPM, c'est essentiellement une bibliothèque. Mhm. Il y a une salle d'expo, il y a une salle de conférence, ils ont une salle aussi qui fait un peu pour les workshops, etc. Mais c'est essentiellement une bibliothèque et une magnifique collection internationale de poésie. Donc, ils m'ont invité à aller là-bas, bah, fureter dans la bibliothèque Mhm. et choisir des livres pour en faire une exposition. Voilà, donc ça, c'est le principe de la diagonale en général. Alors moi, j'étais ravi parce que j'adore ce lieu-là. J'avais fait des recherches des années avant parce que je suis toujours complètement fan de Reznikov et qu'eux, ils ont l'édition originale de l'Holocauste. Donc j'étais allé voir là-bas et machin et tout ça. Donc j'ai déjà passé pas mal d'après-midi au CIPM il y a une quinzaine d'années, je dirais. Et donc quand Michael m'a proposé de venir au CIPM faire une expo, j'ai dit bah ouais absolument tout de suite. J'étais ravi de retourner là-bas. Donc c'est donc aidé par le bibliothécaire, j'ai passé deux bonnes après-midi là-bas à regarder à droite à gauche des trucs que je connaissais, des trucs que je connaissais pas, qui m'a montré, etc. Donc des tas de bouquins un peu dans tous les genres. Mhm. Euh, et j'ai fait une sélection. Alors moi, j'avais pas envie de juste choisir des livres et de les exposer parce que je les aurais bien aimés. Donc j'ai proposé à Michael en fait de faire quelque chose à partir des livres. C'est-à-dire je savais pas quoi du tout, hein. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mhm. Donc après avoir choisi des livres et après avoir choisi même des doubles pages dans ces livres-là, on a fait des photocopies. Donc on a fait une série de, je sais pas, une centaine de photocopies de trucs que j'avais trouvé chouettes, de poésie que je connaissais pas, voilà. Et, Des je suis reparti photocopies avec tout ça. uniquement de textes, là. Ah, que des textes, ouais. Ouais, Mhm. vraiment que des textes. Que des textes, que des doubles pages. Et donc moi je suis reparti avec ça bah, chez moi. Et puis en réfléchissant après, parce que la salle est très compliquée, la salle du CIPM, alors c'est un assez beau lieu, hein, la salle est assez jolie, mais elle a été refaite dans les années 80, ça se sent beaucoup. Alors, en termes de design, on est très dans les années 80, donc c'est bien lourdingue. Et avec des jolis candélabres, très design, mais trop design, avec des vitrines super lourdes et super design aussi. Enfin bref, c'est pas un lieu terrible si on veut une exposition un peu épurée, c'est pas le meilleur endroit pour ça. Donc, bah, j'ai proposé qu'on enlève tout ce qu'on pouvait, c'est-à-dire les vitrines, etc. Et on a fait une exposition très simple,
juste sur des tréteaux avec des planches découpées au format des feuilles, qui est un truc que je fais assez souvent, que j'aime bien. Et puis moi, je me suis occupé de maltraiter donc, ce qu'on m'avait confié, c'est-à-dire à peu près la centaine de photocopies. Voilà, et j'ai fait beaucoup d'essais parce que c'était pas du tout évident de trouver un truc intéressant. Mhm. Et j'ai fait en fait deux choses différentes. Il y a d'une part, j'ai vraiment traité ça comme des images. Donc je les ai passées à la moulinette de Photoshop pour essayer de virer complètement tout le texte. Mhm. Donc ça donne des choses comme des espèces de pâtés noirs qui reprennent effectivement le gabarit de la mise en page. Mhm. Mhm. Et donc ça c'était un travail où voilà, donc je réduisais la double page à du visuel Mhm. en gardant tous les trucs autour des pages, la reliure au milieu si elle y était, enfin voilà. Je faisais juste que passer un filtre, enfin, de régler un filtre et de passer un filtre. Donc, Et on avait des photocopies sans le texte, en fait, des photocopies où il n'y avait plus. oui, on se retrouve avec des photocopies où on ne peut plus rien lire en tout cas. Mise en page, on voit s'il y a beaucoup de texte, si c'est de la poésie blanche ou si c'est du papier, voilà, tout ça on voit très bien, mais on peut rien lire. Et puis toutes les pétouilles, tous les machins, les imperfections ressortent parce que le filtre était assez brutal. Mhm. Et donc ça, c'est imprimé en laser sur du papier argent. Donc ça a un côté à la fois un peu dégueu, un peu sale, et en même temps c'est très chic. Mhm. Et à côté, donc, j'ai pris la liberté d'enlever tout ce qui m'intéressait pas, ou enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais d'enlever les 99% du texte Mhm. pour garder juste de quoi faire une espèce de mini haïku avec deux, trois trucs sur des considérations à peu près tout le temps sur le paysage, en essayant de me rapprocher d'un autre travail que je fais depuis des années qui s'appelle Choses vues. Mhm. Des petites descriptions de choses que je vois quand en général je suis en déplacement. Mhm. Mhm. Et des trucs que je fais dans le train, dans la voiture, enfin, quand je conduis pas. Et, et voilà. Donc voilà, c'est une façon de prolonger ce travail en faisant complètement autre chose. Donc c'est des choses lues, Mhm. Mhm. voilà, lues qui donnent lieu à des. Et c'était exposé, donc c'était les photocopies qui étaient exposées séparées ou c'était exposé sous forme déjà d'une édition? Alors c'était exposé comme si c'était une édition, c'est-à-dire qu'on avait à chaque fois des doubles pages. Une page argent caviardée, noire, qu'on comprend rien. Et une Mhm. page par contre très blanche sur un papier un peu écru, avec un peu de tenue. Et on avait juste 5-6 mots sur la Mhm. page. Avec les ouvrages d'origine exposés à côté, qu'on puisse les. Alors oui, Ouais. dans des vitrines autour, donc sur la Mhm. périphérie de l'exposition, il y avait tous les livres d'origine Mhm. qu'on pouvait consulter et que les gens pouvaient aller en plus aller voir après à la bibliothèque s'ils avaient envie. Enfin voilà. Et puis il y avait aussi même une table de consultation pour ceux qui n'étaient pas précieux, où on pouvait les lire en direct Mhm. avec des petits marque-pages si on voulait retrouver la page où c'était. Donc on pouvait même jouer à savoir d'où venait tel texte ou pas, quoi. Et cet usage de la photocopie, c'est que c'est quelque chose qui était déjà installé dans ton travail ou ça s'est mis en place vraiment à ce moment-là euh, Bah, la photocopie, ça fait vraiment très longtemps, hein, puisque moi je commence à jouer avec la photocopieuse en 81, mhm, donc ça fait 40 ans bientôt, et donc c'est vieux. Et ça m'a pas quitté. Là, là, en ce moment, par exemple, donc moi je suis enseignant à l'école d'architecture à Montpellier. On a une RISO là depuis 2 ans maintenant. Moi je trouve ça très bien la RISO, hein, c'est rigolo comme tout. Enfin, c'est galère comme machine, mais bon, ça faut pas le dire. Non, c'est vraiment pourri. Et voilà, je préfère un photocopieur, quoi. Je trouve ça mhm. 10 000 fois plus direct, facile, voilà. Même si, par exemple, la RISO, les encres sont magnifiques, etc. Mais voilà, non, le photocopieur, moi j'adore ça. C'est une façon d'être imprimeur avec 3 fois rien, quoi. Mhm, mhm. Qu'est-ce que tu faisais au début, les premières œuvres avec avec la. Alors, bah, je crois que ce que fait tout le monde quand il découvre un photocopieur. Alors, c'était marrant parce que donc on était dans les années 80. Moi, à l'époque, j'étais à Saint-Raphaël, qui est vraiment un bled, quoi. C'est sur la Côte d'Azur. Il n'y a personne l'hiver et c'est 3 fois trop plein l'été. Et donc, il y avait à l'époque, je travaillais avec un collectif d'artistes
Maintenant, on dirait un artist run space. Mhm, À mhm, l'époque, mhm. ça s'appelait soit collectif d'artistes, soit espace d'artistes. En l'occurrence, à l'époque, on disait plutôt espace d'artistes, donc avec Raoul Ibréard et José Sicard et Lionel Herpin. Et donc, on était là tous les quatre à Saint-Raphaël. Donc, il y avait un atelier. On travaillait ensemble. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait le photographe chez qui on allait tout le temps, qui était très sympa, qui venait de s'équiper d'un photocopieur. Alors, c'était l'événement. Et qui nous laissait assez copieusement jouer avec, c'est-à-dire qu'on pouvait faire à peu près n'importe quoi. On lui Mhm. amenait des papiers, on lui amenait des trucs, on dit tu veux pas essayer ça, tu veux pas essayer ça, et lui il était toujours d'accord. Donc c'était vraiment très sympa. Alors les trucs qu'on pouvait pas faire chez lui, on allait au Monoprix du coin, et en fait on avait trouvé comment ouvrir le tiroir de papier, donc on mettait à peu près ce qu'on voulait comme papier, et quand ça passait, ben, on était content, et quand ça passait pas, ben, on prenait nos clics et nos claques et on partait discrètement, parce qu'on a essayé de passer du tissu, on a passé des papiers froissés, enfin j'ai à peu près tout essayé à ce moment-là. Mhm. Voilà, j'ai fait cramer un copieur. Mais bon, et voilà, donc c'était vraiment, voilà, on essayait à peu près tout. Mhm, La mhm, première série de travaux que j'ai exposés en photocopie, je pense que c'est ce que les types de Xerox Books ont fait dès le début, mais moi je ne connaissais pas, hein, je ne savais même pas que ça existait. mhm, mhm. C'est de faire une photocopie, de voir qu'elle est dégradée, de refotocopier la photocopie, etc. Et puis de voir ce que ça donne. Et puis Mhm. ça se tord, ça se déforme, ça disparaît. Enfin voilà, selon comment le copieur est réglé, ça fait des choses différentes, quoi. Voilà, donc ça, c'était ça. Mais voilà, c'était très rigolo. Quand je les revois, c'était pas terrible. Voilà, mais voilà, on s'est bien amusé. Mhm. C'est un peu sur les dysfonctionnements de la machine, la poussière. Ouais, complètement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc elles étaient vite atteintes, les limites, hein. C'était Parce assez que je me facile. souviens aussi d'un travail, enfin je sais pas si tu considères ça comme un travail, c'était sur Facebook il y a quelques années où tu récoltais des images de scanners. Ouais, ah ben ça, j'ai adoré ça. Je ne m'attendais pas à ce que les résultats soient si différents. Donc, effectivement, Non, j'avais demandé sur Facebook que les gens m'envoient un scan, c'est-à-dire scan ouvert, 300 ouais, dpi, couleur, et puis ça donne ce que ça donne. A priori, en théorie, ça devrait donner que des pages noires, magnifiques, sans poussière. Bon, on s'aperçoit qu'en général, c'est pas des pages noires, c'est gris, c'est vert, c'est orange, c'est jamais calibré en couleur. Qu'il y en a qui ont vraiment des scans vraiment dégueulasses. Par contre, j'ai fait une découverte parce que moi, sur mon scan, qui est un Epson, j'ai toujours eu une espèce de trace de doigt au milieu de la vitre. C'est pas mon doigt, c'est pas moi. Et puis je l'ai nettoyé 15 fois cette vitre. Donc en fait, la trace de doigt, elle est à l'intérieur, elle est sous le verre. Ah Et ouais. j'ai remarqué qu'il y avait à peu près une dizaine de gens qui avaient exactement le même problème que moi. Mhm. Même, donc je pense que c'est des Epson. Au même endroit de la vitre, il y a la même trace de doigt. Donc je ne sais pas si c'est le type en manipulant les vitres, il à Ouais. chaque fois fait le même geste, machin, etc. Mhm, C'était mhm. vraiment très, très, très étonnant. J'ai trouvé ça très rigolo. Alors, ouais, ça, c'est un travail que j'aime beaucoup, que j'ai déjà montré 2 fois en diaporama, Mhm. qui devait être édité. Tu en avais collecté combien? Une centaine. Ouais. Une centaine. L'idée, c'était de faire un livre de 100, enfin 100 pages, que ce soit que des A4, qu'on soit au format exactement du photocopieur, Mhm, etc. mhm, Tout est fait, hein, la maquette est faite, tout est réglé. Sauf que l'éditeur qui m'avait vraiment dit qu'il le faisait, eh ben, il ne l'a toujours pas fait. Ce qui fait que j'ai refusé un autre éditeur, et bref, etc. Donc pour l'instant, c'est dans des tiroirs, ça. mhm. Alors, Et ça s'appellerait comment? Tu as déjà un titre je crois de toute façon, le site s'appelle The Scan Collection ou un truc comme Mhm, ça, mhm, hein. Ça mhm. s'appellera comme ça, quoi. Ouais. Mhm, C'est encore une collection. mhm. Et là, il y avait, on est vraiment dans le presque rien à voir, de quelque chose de très très infime. Ouais, 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 c'est ce Qui qu'on se passe. devrait, hein. On devrait, mais c'est très bizarre à quel point sur des scans, il y a des fois des tas de choses, en fait. Parce que, alors, les scans, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de scanners, donc ils ont des profondeurs de champ différentes. Mhm, Il y en a donc qui ont besoin de très peu d'électricité, là, ceux qu'on peut brancher en général avec des clés USB directement sur son clavier, sur son ordi. En général, ceux-là, ils ont très peu de profondeur de champ. mhm. Et il y en a où, en fait, on peut, notamment les scanners à diapo, des trucs comme ça, eux, ils ont vraiment de la profondeur de champ.
Ça, c'est des choses que tu savais avant ou que tu as découvertes en observant les scans Alors, sur la profondeur de champ, je le savais parce que j'avais 2 scanners. Un petit scanner à main vraiment pourri Mhm. que j'utilisais plus et qui n'a pas du tout de profondeur de champ. Et un autre qui était un gros scanner à diapo, enfin qui faisait aussi les diapos, et que j'avais utilisé la première fois que j'ai eu l'idée de faire des photographies avec des scanners. C'est lui que j'ai pris donc sur ma terrasse, donc je l'ai mis à la verticale, et j'ai fait des photos avec mon scanner depuis ma terrasse. Ça marche. Il faut du soleil, mais ça marche. Et c'est un peu déformé, évidemment, mais ça marche. Et donc lui, il avait vraiment de la profondeur de champ. Mhm, mhm, mhm. Les images sont pas très intéressantes, c'est plus intéressant quand on le secoue. Du coup, ça fait des trucs un peu différents. Mais ouais, ouais. Non, non, si ça, je savais. Par contre, je savais pas que j'aurais un tel panel de Mhm, mhm, couleurs. mhm. Je me souviens parce que tu postais celles qui t'étaient envoyées et à chaque fois, c'était vraiment très, très différent, avec des choses infimes qui se passaient, mais il se Ah ouais. passait, il se Non, non, passait. la suite est assez marrante. Ouais. Mm, mm. Voilà. Je fais la même chose avec les photocopieurs publics. C'est-à-dire que régulièrement, je vais dans les bureaux de poste, les préfectures, à la CAF quand j'y vais, ou à la Sécu des fois quand j'y vais. Mhm. Et j'ouvre le capot du photocopieur et je fais une photocopie, voilà. Ce qui devrait donner un aplat noir en principe, mais des fois ça donne pas noir du tout. Des fois il y a des rayures, Mhm. des fois il reste des trucs dessus. Une fois, je sais plus, c'était Gare du Nord, je crois. Visiblement, quelqu'un avait mangé sur le photocopieur, donc il y avait des miettes, etc., etc. Enfin, bon, voilà. Donc ça peut donner des trucs marrants. Voilà. C'est une espèce de collecte, ça. Du coup, Ouais, c'est une c'est une espèce espèce de de collection. collecte. Mm. Mhm, mhm. Ouais. Et un peu au hasard de où tu te déplaces, tu Voilà, peux ouais. faire une Ouais, photocopie. je me déplace. Il faut que j'ai un carton quand même, parce que je veux pas abîmer la photocopie une fois que je l'ai faite. Donc il faut que j'ai au moins une espèce de petite pochette où je peux la mettre et où elle souffrira pas trop, quoi. Mhm, mhm. Ouais, j'ai dans mon bazar, parce que ça a l'air d'être une bibliothèque, mais c'est plus un bazar, il y a quelques pochettes avec des photocopies plus ou moins noires, quoi. Mhm, mhm. Et là aussi, tu voudrais en faire une édition? Non, non, Non? non, ça c'est que les exemplaires uniques, forcément. Parce que justement, ce qui est marrant, c'est que les photocopies sont toutes différentes. Les réimprimer, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mhm. Donc non, non, je les ai en pochette. Peut-être qu'un jour, il y aura une expo. Je sais qu'à un moment donné, Clémentine Mélois voulait faire une espèce de collection, d'expo comme ça, de collection débile qu'ont certains artistes. Parce que moi, je collectionne ça. Et Clémentine Mélois, elle collectionne, par exemple, maintenant qu'il n'y a plus de timbres, souvent, donc c'est juste des étiquettes imprimées avec le prix dessus. Mhm, 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 mhm. Clémentine, elle collectionne ça, par exemple, ce qui est absolument débile. Mais voilà, donc c'est très Ouais. drôle. Voilà. Donc, elle Ah aimerait oui. bien faire une exposition de collection absurde. Mhm, mhm, mhm. Ah ouais, ça serait chouette. Ouais. Mhm, mhm, mhm. Et sinon, avec mes étudiants, on a beaucoup parlé aussi de cette phrase qui est un peu, enfin, je voulais savoir si c'est un peu une devise pour toi. C'est plus c'est facile, plus c'est beau. Ouais. Ben ouais, oui, oui, bah, c'est une devise. Il y a un bouquin qui a été fait. Je sais pas si tu l'as ou pas. Non, Tu l'as pas? Ah, non. je l'enverrai alors. Oui, parce qu'en fait, la première fois que je m'en suis servi, c'était pour une expo à Brest avec Galade Prigent. Mhm. C'est une phrase qui n'est pas de moi du tout, hein. C'est une phrase de Gilles Volman qui donne dans une interview, je crois, avec Michel Giroux dans le catalogue Hors Limite. D'accord. Mhm, Voilà, où il parle de la peinture et il dit voilà, plus c'est facile, plus c'est beau. Et moi, j'ai trouvé cette phrase, voilà, c'est pour ça que j'aime les phrases courtes, c'est une espèce de détonation. Si tu dis ah bah oui, évidemment, plus c'est facile, plus c'est beau, ça te libère de tout un tas de trucs. mhm, 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 Parce mhm, qu'en général, quand on dit c'est facile, c'est trop facile, c'est pas un compliment, quoi. mhm, C'est mhm, vraiment péjoratif. Et là, le fait de se dire ah oui, bah oui, plus c'est facile, plus c'est beau, ça veut dire que bah, voilà, tout le monde peut y aller, quoi. mhm, mhm, Et mhm. donc, pour moi, c'est vraiment une phrase libératrice. Donc, dans l'histoire donc il y avait l'inventaire des destructions, donc il y a un livre sur la valeur déterminée par l'artiste, c'est lui qui dit ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, je détruis, je garde. Mhm. Il y en a un autre de la même série qui s'appelle Donner ses données, où c'est l'artiste qui décide non pas de vendre son travail, mais de le donner. Donc pareil, c'est un inventaire d'à peu près une centaine d'histoires d'artistes qui ont donné leur travail au lieu de le vendre. Mhm. Qui Donc, l'ont donné à qui? À des institutions ou non, 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 qui l'ont donné, par exemple, je sais pas moi, l'international situationniste
qui dit que c'est pas la peine de mentionner un copyright ou un Ah, machin ou la source. Voilà, ça peut être oui. ça, ça peut être Tinguely avec les machines qui dessinent et les gens peuvent prendre des dessins autant qu'ils en veulent. Oui. Sinon, le plus bel exemple, c'est González Torres avec les Ouais. piles et les choses comme ça. Voilà, donc Mhm. c'est que des œuvres. Alors, les Mhm. artistes n'ont pas passé leur vie là-dessus en général, mais c'est que des œuvres où à un moment donné, le protocole fait que l'œuvre n'est pas vendue, mais elle est donnée. Et le mode de diffusion, c'est le don. Mhm. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième volet de cette espèce de grande étude sur la valeur, c'est plus c'est facile, plus c'est beau, puisque pour la majorité des gens, un truc qui n'a pas de travail ou machin, ça n'a pas de valeur, quoi. Donc, l'idée, c'est de démonter ça encore une fois et de dire que bah, si, ça peut être au contraire tout à fait intéressant, tout à fait génial, ça a de la valeur, incontestablement, même si effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas de travail, quoi, et que ça vaut rien. Et donc, j'ai fait pareil, une espèce d'inventaire d'une centaine encore, puisqu'à chaque fois, c'est le gabarit du livre à peu près, d'une centaine de pièces, d'œuvres d'art que j'aime beaucoup, presque toutes, et qui ont l'air très faciles à faire. Voilà. Et ça donne du genre, la première, je crois que c'est fixer une patère par terre pour faire trébucher, c'est facile. Marcel Duchamp l'a fait et tout le monde peut le refaire. Trébucher étant écriauté comme le titre puisque c'est le jeu de mots de Marcel Duchamp sur trébucher. Donc voilà. Et après, toutes les autres sont écrites de la même façon et je décris comme ça donc une centaine d'heures qui ont l'air faciles. Certaines sont vraiment très faciles à faire, certaines sont pas si faciles que ça. Et ça me semble être la preuve qu'effectivement, on peut faire des œuvres absolument géniales. Le sous-titre du livre, c'est Prolégomène à la plus belle exposition du monde. Je pense vraiment, quoi. C'est pas qu'une blague, c'est une blague aussi, mais c'est pas que ça, parce que je pense que ça fait une expo géniale. Et il se trouve que Emmanuel Latreille, donc, qui est toujours directeur du FRAC en Languedoc-Roussillon, un jour m'a demandé si je voulais être commissaire d'une exposition. Alors au début, je dis bah pas trop, c'est pas mon job. Et puis j'ai dit ah, ben, on pourrait peut-être faire ça en exposition, parce que voilà. Et on n'a pas fait exactement ce qu'il y a dans le livre, mais donc on a monté une exposition avec ce qu'il y avait déjà dans la collection du FRAC Occitanie. C'est des pièces quand même très faciles à faire ou à refaire. Et puis en prenant dans les FRAC un peu alentour, Toulouse, Marseille, donc il y avait des pièces de Erwin Wurm, d'Angelo Chia, de Cointet, de Farkas, puis des copains comme Roberto Martinez, Julien Delec. Et on a refait la grosse boule de papier à partir du. Oui. Ah oui, oui. Voilà. C'était très rigolo à faire. C'est pas si facile que ça à faire, mais bon, c'était assez marrant. Bon, et voilà. Et donc, on a fait une expo de tout ça. Il y a même un petit catalogue qui existe, qui est un espèce de petit bouquin avec pareil. Il y a les énoncés qui correspondent à ce qu'il y avait dans l'expo. Et c'est vrai qu'on se rend compte que pour en faire le moins possible, finalement, ça prend longtemps à organiser. Des fois, c'est très, très compliqué. Ouais. Non, des fois, c'est long, c'est organiser. compliqué. Ouais, non, il y a des choses qui ont l'air évidentes, rapides, machin, mais non. Les idées, c'est très. Quand elles sont bien, c'est comme dirait Deleuze, c'est vraiment une fête et on est content et tout ça. Mais des fois, après, pour passer à la réalisation, ça peut prendre du temps et puis on est confronté à la matière, quoi. Donc la matière, ça résiste, c'est pas fait pour que ce soit facile, quoi. Donc oui, ça c'est un truc, voilà. Et après, il y a une autre chose qui est très importante pour moi dans le livre, sur cette histoire d'idées, etc., c'est que je dis toujours à chaque fois, Marcel Duchamp l'a fait, ou n'importe qui l'a fait, tout le monde peut le refaire, parce que refaire, effectivement, c'est très facile, enfin c'est très facile, une fois que la technique est acquise, refaire, c'est toujours, n'importe qui peut le refaire, et à peu près toutes ces pièces-là sont d'ailleurs des pièces qui en général sont refaites par les régisseurs, par les assistants. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'un génie particulier ou d'un savoir-faire monstrueux, quoi. Au contraire, pas besoin de savoir-faire du tout. Mais par contre, ce qui est absolument pour moi fondamental dans cette histoire, c'est que le fait de le faire, donc de l'inventer, puisqu'en général, ce sont que des inventions pour moi, ça, par contre, c'est ce que Goldman appelle le génie, quoi. C'est pas que c'est compliqué. La phrase de Goldman que j'adore, parce que j'aime beaucoup Goldman, j'aime beaucoup les citations, c'est les génies, c'est ce que nous avons tous quand nous refusons de faire mieux pour faire autre chose. Ah oui. Voilà. Le génie, c'est ce que nous avons tous. Mais ce qui est super important, c'est que nous avons tous du génie. Le truc, c'est que pour y arriver, il faut qu'on refuse
d'avoir ce qu'il appelle seulement du talent. Mhm. Il faut qu'on cherche autre chose. Mais trouver autre chose, par contre, c'est assez compliqué. Parce que ça veut dire qu'on trouve autre chose par rapport à tout ce qui a déjà été fait. Mais surtout, ça veut dire autre chose par rapport à soi-même. Et ça, c'est Mhm. compliqué. C'est-à-dire d'arriver à faire autre chose que ce qu'on sait déjà faire, d'arriver à faire autre chose que ce qui est confortable quand on le fait. Mhm. Ça, c'est ça qui est difficile. Après, exécuter, c'est pas bien compliqué. Mhm. Voilà. Donc, et moi, je tiens beaucoup à ça. Et c'est ce qui me vaut de grandes batailles par correspondance avec des gens comme Stephen Wright, etc. C'est que je crois que l'auteur, il se situe là. Mhm. C'est celui qui arrive à faire autre chose. Et c'est important. Moi, je crois qu'il y a encore des auteurs. Même si, effectivement, je suis d'accord là-dessus avec Barthes et compagnie, tout le monde est constitué de tas d'autres auteurs avant soi, autour de soi, etc. On n'est pas tout seul à parler dans le désert, on n'est pas tout seul on est constitué de plein d'autres œuvres et d'autres discours qui nous parcourent. Donc, effectivement, on est toujours co-auteur parce qu'on n'est pas tout seul. Mais il y a quand même des gens qui inventent, quoi. Bah, merci beaucoup. Tu voudrais rajouter quelque chose ou à propos de Bartleby ou des choses qu'on n'aurait Ouais, pas, non, qu'on n'aurait pas Bartleby, pensé à. je sais que je vais encore passer pour un gougnafier, mais je l'ai pas lu. J'ai lu aucun bouquin de Melville, mais c'est pas grave, hein. Il paraît que c'est super. Bon, bah chouette alors. Merci beaucoup. Je t'en prie.